Je vais commencer par le membre du jury examinateur qui a pris la distance la plus éloignée, M. Soubran. À vous la parole, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je félicite aussi la candidate pour le travail réalisé, pour le mémoire rédigé, pour la présentation qui était claire. Je remercie aussi ma collègue Fatem Zora pour l'invitation et pour l'honneur qu'elle m'a fait en m'associant à ce jury. Je rappelle que j'étais déjà invité il y a, je pense, 3 ans avant le Covid, à un jury mais auquel je n'ai pas pu assister parce que la soutenance a eu en plein ramadan et je n'ai pas pu me déplacer. Donc je remercie aussi les responsables de la faculté pour ma prise en charge. Et après des félicitations et des remerciements, je passe aux critiques. Bon, ces critiques seront constructives. Je vais dire que j'ai déjà donné un avis très positif sur la qualité de ce travail. Donc j'essaie d'améliorer votre travail en ramenant les critiques constructives pour une version finale du travail. Parce que ce travail, normalement, doit être en ligne. Donc il sera consulté par tout le monde à l'échelle internationale. Donc le mieux qu'il soit bien fait. Donc je vais commencer par les remarques de forme et ensuite je vais revenir au fond du sujet. Alors, la première remarque sur la mise en compte de votre thèse, c'est pour la rédaction la rédaction des tableaux. Un tableau, quand il peut tenir sur une page, il faut le mettre sur une page, non pas sur 2 pages. Vous avez beaucoup de tableaux qui sont coupés et ce n'est pas bon pour le lecteur. Je cite un exemple, en page 39-40, 34-35, 102-103, etc. Donc tout tableau qui peut tenir sur une page, le mieux c'est de le mettre sur une page. Dans les tableaux, dans le chiffre que vous écrivez, les chiffres décimaux, en français, c'est la virgule, non pas le point. D'accord? Vous avez tout rédigé en point. En point, la virgule, c'est l'anglais. En français, c'est la virgule. La thèse est rédigée en français, donc les chiffres décimaux doivent comporter des virgules. Les unités doivent être toutes écrites en système international. D'accord? Le volume, par exemple, c'est le L majuscule. Et il faut toujours laisser un espace entre la valeur et l'unité. Il ne faut jamais coller l'unité avec la valeur. Aussi, quand on rédige un tableau, on écrit des chiffres significatifs, il faut qu'ils soient les mêmes pour une colonne. Si je prends le tableau page 110, un exemple là. En page 110, vous avez, avant absorption, pour la partie, la fluidité, vous avez 3 secondes 2, 41. Donc soit c'est 4,0 et 3,5, d'accord, mais toujours le même nombre significatif. 41. Bien sûr. Soit si vous écrivez 3 secondes 2, c'est 41,00. Je suppose que 41,00, c'est des mêmes exactitudes. La même chose pour les autres lignes, la COT, la DCO, etc. Des fois, c'est aucun chiffre, des fois, c'est 2 chiffres significatifs. Ça, c'est pas. Une autre remarque de forme concernant la bibliographie. Il y a beaucoup de références qui sont incomplètes. Par exemple, en page 4, les deux dernières, page 4, les 2 dernières références, elles sont pas complètes. Pour celle de Zao, je ne vois pas le volume et la page. Les deux, il n'y a pas de volume et la page. Vous donnez le lien, c'est bien, on pourra se retrouver, mais vous ne donnez pas le volume et la page. Par exemple, en page 85, je supposais que c'est des thèses, au moment c'est des thèses, mais on voit aucune information. La thèse de Sahara.
enfin la référence de ça. 2016, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'auteur, l'année et le titre. Donc, il y a beaucoup de références comme ça. Je suppose que c'est des thèses, parce qu'il y a un auteur, l'année, le titre n'est pas un thèse de doctorat ou bien un mémoire de master. La référence qui est celle de l'IMAI, elle est incomplète. Vous avez les auteurs, l'année de volume, vous n'avez pas le titre, vous n'avez pas la revue. Donc tout ça c'est à corriger, bon ça c'est des exemples, tout ça c'est à corriger pour valoriser encore mieux votre travail. Ensuite j'ai une remarque, dernière remarque de forme concernant les abréviations. Vous nous écrivez 3 pages d'abréviation pour des choses qui sont connues, je dis d'office. Vous expliquez, vous donnez que un awash c'est la soude, elle peut se passer sulfurée, vous rentrez sur la température, vous cliquez sur le temps. Ce n'est pas la peine, parce que si on veut chercher une référence qui nous intéresse, une abréviation qui nous intéresse, il faut que ce soit sur une page, c'est plus facile de paginer votre thèse. Bon, ça c'est concernant la forme, et j'espère qu'elles seront prises en compte par la suite. Maintenant, on revient au fond de votre travail, et vous au départ, ou bien au sujet, si vous voulez, vous présente à ma connaissance, ce que j'ai compris, 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est l'épuration des eaux, qui devient une source de plus en plus rare, c'est bien. Deuxième intérêt, c'est la valorisation d'une argile locale. C'est très bien aussi. Maintenant, pour cela, donc, vous commencez par synthétiser des matériaux mésoporeux. Et pour cela, vous choisissez le kaolin délétoire et vous choisissez deux agents structurants à des longueurs de chaîne différentes, qui ont les mêmes propriétés, ils sont neutres, mais qui sont de longueurs de chaîne différentes. Donc, ce qui me ramène à ma première question. Et dans votre thèse, vous dites que le kaolin de base existe sous 3 formes. 1, 2, 3. Et vous dites que la différence, c'est la couleur. Bon, je n'ai pas, sauf si je n'ai pas bien vu, mais je n'ai pas trouvé une autre information. Quelle est la différence exacte, à part la couleur? Et pourquoi vous avez choisi la DD3? Oui, il y a une différence de couleur. DD3 est gris, DD1 elle est blanche, d'argile. Alors il y a une différence de composition, parce que la couleur grise, on l'obtient par la présence du manganèse. Donc, couleur, c'est-à-dire composition différente. Composition différente. C'est alors. Où elles sont les compositions des kaolins? Parce qu'on a travaillé avec le DD3, bon, il fallait, comme ça, pour justifier pourquoi choisir le DD3. Parce qu'on va voir par la suite. On a choisi parce que déjà dans les travaux précédents, on a travaillé avec la DD3. Et dans l'absorption DD3, sans modification, il a donné des meilleurs résultats que le DD1. Alors on a travaillé avec le DD3. Parce que vous n'avez pas fait que de l'absorption. Vous avez fait, normalement, vous proposez un procédé hybride. D'accord? Il y a aussi le tympan. D'accord? On va voir par suite, on va arriver que peut-être que notre argile, la notre kaolin, aurait été meilleure. Deuxième question. Pourquoi vous avez choisi l'agent structurant neutre, pratiquement de même type, seulement avec une longueur de chaîne différente, et surtout que, si vous voulez, vos matériaux mésoporeux synthétisés ont pratiquement des propriétés qui se ressemblent. Le résultat final, si vous voulez, n'est pas très différent. Petite différence dans la surface spécifique. D'ailleurs, une question qui vient aussi avec. Vous avez choisi de faire l'absorption avec le matériau qui présente la surface spécifique la plus belle. Oui, j'attendais cette question. Peut-être que vous avez synthétisé 2 mésoporeux, mais moi, pratiquement, vous l'avez ignoré par la suite. Le on n'a pas ignoré, mais ça, c'est un problème de disponibilité. On avait une petite
quantité de pluronique on a travaillé avec. C'était le P123. On a fait une commande du P123 et on a reçu le N37. On a reçu le N37. Normalement, on devrait travailler avec le Non, oui, c'est bon. Mais moi, comment je vois les choses? Si j'ai trouvé des propriétés, j'aurais cherché d'autres moyens, c'est-à-dire, comme vous l'avez proposé dans les perspectives, c'est de jouer sur le facteur de préparation pour essayer d'améliorer mon matériau. Parce que dans votre charte bibliographique, vous dites que les matériaux mésoporeux ont une grande surface, et vous donnez des références de 1000 mètres carrés, de 300, la plus faible c'est celle de 300 et quelques mètres carrés. Vous trouvez la moitié, moi je m'aurais orienté vers varier les facteurs de préparation pour essayer d'améliorer mon matériau. C'était un problème de caractérisation. Vous avez caractérisé les matériaux, c'est bien, vous avez continué. Vous avez besoin de la BET, je pense que la BET, même ça nous a aidé. Il fallait continuer, mais les choses doivent aller. Oui, on a pris une petite quantité de SMP 123. On ne pouvait pas l'utiliser dans l'absorption de plusieurs essais parce qu'on n'avait pas le pluronique. On a attendu. Et c'est pour ça que je dis qu'il fallait peut-être orienter mieux vers la recherche des paramètres intéressants dans la synthèse, avec le N37. On est en train de le faire maintenant. Tant mieux. Maintenant, dans la deuxième partie, vous passez à l'application. Ça, la carte de mon vélo, c'est bien à l'application. Alors, je n'ai pas compris votre démarche dans l'application. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez commencé par faire l'absorption sur vos matériaux mésoporeux d'un acide, donc d'un colorant acide rouge, le 337, et ce n'est pas celui qui est utilisé dans l'industrie textile. Pourquoi vous n'avez pas pris le colorant de l'industrie textile? Les colorants, on les a ramenés. Les colorants, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Il fallait ajouter beaucoup d'autres, comme les mélanges qu'ils font à l'industrie. C'était plusieurs produits chimiques. On ne pouvait pas les utiliser tous. Le colorant n'était pas soluble, alors impossible de faire avec une absorption, parce qu'il reste tel qu'il est dans l'eau. Alors on a choisi un autre qui était soluble dans l'eau. Bon, moi j'aurais pour la suite, je vous demande d'essayer de travailler dans les conditions de l'industrie, au niveau du laboratoire, pour essayer de voir si on peut proposer quelque chose. Pour ne pas faire des études parallèles et conclure sur l'industrie. C'est impossible. C'est bien d'avoir, je sais que le projet fait partie d'un projet international, c'est bien, c'est pas grave, mais proposer des solutions pour l'industriel algérien. Alors, toujours dans le point du sujet, vous faites l'absorption d'un colorant, vous faites l'absorption du rejet industriel, d'accord? Vous passez à combiner avec le 20 ans. Et vous ajoutez à votre mélange un polluant guillemets, le carbone qui peut être aussi bon pour l'agriculture, d'accord? Mais vous ajoutez un polluant et vous ajoutez l'eau oxygénée. Mais si quand elle se décompose, elle donne de l'eau et de l'oxygène, donc ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que le travail, si vous voulez, je dirais qu'il est séparé. Parce qu'il y a l'absorption seule et il y a le côté tentant seul. Moi, j'aurais souhaité qu'il y aurait quelque chose de combiné. C'est-à-dire que votre catalyseur, ou votre absorbant, devient catalyseur. Et tout simplement, on incorporant du fer, ou là, vous passez du kaolin rouge ou la jaune, qui contient beaucoup de fer. D'accord? Et là, vous faites du synthon like, c'est-à-dire du synthon hétérogène. D'accord? Et comme ça, la solution que vous allez proposer, normalement, si tout va se passer bien, serait un absorbant catalyseur, ou directement un catalyseur. Parce que quand vous faites l'absorption seule, après, qu'est-ce que vous allez faire avec ce matériau qui contient votre absorbant, votre colorant? Ben, vous allez lever.
Par contre, s'il est utilisé comme catalyseur, vous faites la catalyse hétérogène, vous allez avoir une transformation sur votre catalyseur et tout le colorant normalement va disparaître. Oui, on a fait un essai de silice mésoporose greffé avec du fer pour faire la catalyse. On a synthétisé, mais on n'a pas pu le caractériser. Donc, On a fait des essais. c'est bien, je pense qu'il faut creuser dans ce sens. Comme ça, vous aurez proposé quelque chose. Autre chose, je vous propose de faire aussi, dans les perspectives que vous avez écrites, la photocatalyse, du faire du photosolaire. Parce que l'industriel, dans ce projet, il va pas interrompre pour dégrader. Et plutôt, il va utiliser le soleil et le pays à l'avantage d'avoir 300 jours de soleil. D'accord? Et pour cela, tout simplement, il faut injecter un matériau photomique comme l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane, et c'est possible que vous ayez quelque chose. D'accord? C'est comme ça, le catalyseur proposé aurait une application par la suite. Alors maintenant, on va faire un peu de pagination sur quelques feuilles pour faire quelques remarques et questions. En page 46. Alors, dans cette partie, vous êtes dans, comment vous allez appeler dans la partie, l'application pour le G algérien, comme ça. Traitement conventionnel des effluents textiles. Et là, vous êtes dans la conclusion des eaux mélangées. Ça y est, quand vous écrivez en titre 1, 4, page 40, pollution des eaux mélangées. Et vous donnez en page 46 un tableau des eaux caractéristiques de l'Inde. Voilà ce tableau ici. Si vous parlez de l'Algérie, vous restez dans l'Algérie sont des caractéristiques des eaux en Algérie. Ça, c'est une remarque. Alors, en page 73, ça vous donne le mode opératoire de la synthèse de la silice mésoporeuse, et je pense que j'ai lu celui de l'article, il est plus détaillé. Tout ce que vous donnez ici dans la feuille. Et vous choisissez une température de calcination de 500 degrés, c'est sans dire beaucoup. La température de calcination, vous la donnez à 500 degrés, mais sans dire pourquoi vous avez choisi cette température. Pourquoi? Ça, c'est une première question. Bon, si vous avez des réponses, tant mieux. Sinon, la deuxième question, vous avez deux agents fluctuants, uronique 123 et P123 et L35. Et est-ce que vous utilisez la même masse, sachant que la masse moléculaire de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Ils sont même 3 fois plus grands, si ma mémoire est bonne. Jamais on a utilisé la même masse. À neige. Normalement, c'est pas la même masse. D'accord? Si il a une masse de 5000, je pense, ou à 1600, on a déjà 1800. Sinon, On passe d'une chaîne à 16 à 70. oui. 16 à 70. C'est pas le même. Donc, je pense que, bon, si jamais vous allez recevoir le 123, le 123, il faut essayer de voir ce point-là. En page 75, là c'est une remarque entre le tableau de la figure. Pour la température, monsieur. Oui. On a utilisé ça, premièrement pour ne pas trop agresser et détruire le matériau. Et deuxièmement, à partir de 500 degrés jusqu'à 600 degrés, on a la phase de la métakaolinite. On voulait avoir une métakaolinite et travailler avec pour synthétiser. C'est pour ça
Là, parce que vous avez votre perte des hydroxydes de structure à 479, donc c'est proche de 500, il fallait peut-être monter pas à 600, mais monter un peu plus. Comme ça, vous assurez de votre matériau. Maintenant, on va passer 75, en comparant le tableau et la figure. Vous avez pour la DD3 une perte à feu de 25%, et dans l'analyse thermique, elle est seulement de 21%, bien 22%, 21,8%. Ça, normalement, c'est le tableau, c'est donné par l'XRF, et vous avez la TG, d'accord? Donc, le perte à feu, généralement, c'est de l'eau, d'accord? Le composé carboné, mais même le composé carboné, on l'aurait vu sur la TG, d'accord? La TG, jusqu'à 1000 degrés, vous ne voyez aucune perte à feu. C'est-à-dire que vous avez au maximum 21,8%, 22%, je veux dire. Alors que la perte à feu vous donne 25%. Donc ça c'est, à ma connaissance, il faut le revoir ces deux valeurs. Non, monsieur, je vous dis une explication. On a un lot d'argile. Parfois, on prend, c'est la même argile, mais parfois, il y a une différence de composition d'une pierre à une autre. C'est pour ça que je pense qu'il y a une légère différence. Alors, on passe à l'application, on passe 90-91. Alors, pourquoi, dans le mode opératoire de l'instruction, vous laissez 24 heures, alors que, je dirais, 20 minutes, 1 heure maximum, vous aurez une stabilité, un équilibre d'instruction à pourquoi vous attendez le 24 heures? Le premier, c'est seulement pour la cinétique, on laisse 24 heures pour être sûr. Oui, mais quand on fait un premier essai, on lui dit, les résultats du premier essai. Quand on fait un premier essai, on essaie de stabiliser, donc on dit que c'est après 1 heure. Hein. Même vous montrez des courbes avec 260 minutes, c'est pas la peine. Hein. Vous avez les poids entre 60 et 260 minutes, c'est-à-dire plus de 3 heures, c'est la perte de temps, on appelle de l'échantillonnage. Alors, pourquoi vous n'avez pas donné de spectre d'absorption du chlorure? Spectre visible. Et, puisque vous touchez le pH, est-ce qu'il y a une variation de la longueur d'onde avec le pH? Votre colorant à pH neutre, quelle est sa valeur? C'est-à-dire sans le modifier. La longueur d'onde. De 500, je pense qu'il y a une différence dans le test c'était 500, dans l'exposé c'était 550. Est-ce que le pH, la solution du colorant, sans toucher le pH, quel est son pH et quelle est son longueur d'onde? Tout ça, il faut le mettre. D'accord? Les résultats, ça, oui, parce que les résultats peuvent varier en fonction du pH, parce que vous avez fait une étude en fonction du pH, et le maximum n'est pas le même. La longueur d'onde est variée. Donc, soit vous suivez une longueur d'onde fixe, je pense que vous avez fait, mais le mieux c'est de suivre le maximum de longueur d'onde pour chaque pH. La figure 1B, elle est absente. 1B. 4B, pardon. 4-1B. Dans la figure 4A, 4-1, vous avez le A et pas le B.
Hein? Quelle page? 91. Alors, vous avez étudié un certain nombre de paramètres. Et vous avez étudié chaque paramètre seul en fixant un. Ou là les autres, en fixant les autres, vous avez étudié. Quand vous avez un travail à faire paramétrer, le mieux, c'est de passer par des plans d'expérience. Des plans d'expérience. C'est une approche statistique de la chose, mathématique. Donc, vous pouvez chercher au niveau du département de maths, et vous allez sortir avec des conclusions plus pertinentes. Les plans d'expérience, si vous les combinez tous les paramètres ensemble, et on fait une approche statistique, et on sort avec des conclusions qu'on pourra vérifier expérimentalement. Maintenant, si vous ne trouvez pas quelqu'un sur place, je peux vous aider à faire ce type de travail, à arrêter un plan d'expérience que vous allez faire. Et il y a des logiciels qui font, si vous voulez, l'interprétation et on peut en tirer des conclusions meilleures. Alors, est-ce que dans votre question comme ça, de faire cette partie d'absorption, est-ce que vous avez utilisé l'absorption sur du kaolin? Est-ce que avec tout l'absorption? Vous comparez, parce que ça n'a pas été cité. Oui, je l'ai essayé. Brut. Là, Traité. Oui. Et qu'est-ce que ça donne? C'est pas cité, bon, ça je ne sais pas. Non, elles sont meilleures avec la SRL. Mais il fallait donner. Il fallait donner pour montrer que le matériau rizocoleux donne de meilleurs résultats d'absorption que le kaolin brut et traité. Alors, quand on travaille avec les filières industrielles, on page 105. Vous dites que les prélèvements ont été effectués quand la station était en arrêt technique. La station d'épuration. Elle était en arrêt technique. Il ne faisait pas de traitement. Il ne faisait pas de traitement. Non, il ne faisait pas de traitement. Est-ce que l'usine fonctionnait? Oui. C'est-à-dire que l'usine fonctionnait et elle jetait de l'eau sans traiter. Sans traitement. Directement. Il n'y avait aucun traitement préalable. C'est pour ça qu'on a refait la coagulation, floculation. Parce que normalement, au niveau de l'usine, ils font la coagulation, floculation, après ils font le rejet. On avait fait une remarque, à partir de cette page, il y a un décalage dans le texte entre le numéro de tableau et le tableau lui-même. C'est-à-dire le tableau, prélèvement à la fin du paragraphe, tableau 4.6, et vous donnez le tableau 4.5. Donc là, c'est 4.5. Parce qu'avant, c'était bon, 4, mais à partir de là, vous avez un décalage sur la fin du chapitre. Jusqu'à la figure 4.11. Et notre liste des tableaux concerne à 4.11. Donc, dans les vidéos, vous avez qu'à 4.11, c'est bon, mais dans le texte, vous dites 4.12. Il y a un décalage. On a mis notation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je ne pense pas que je l'ai vu avant. Quand vous dites la couleur, vous donnez une longueur d'onde et vous donnez une valeur par rapport au plastique global. C'est l'unité de mesure, la couleur. Plastique global. C'est expliqué dans la partie. C'est expliqué? Ça, et donc c'est
qui expérimente pas. Et le logis, il est en continu, c'est-à-dire que la production à l'usine a fonctionné, il y a un logis en continu et on fait des prélèvements. Ou là, c'est des logis qui restent. Oui, Normalement, c'était les bassins de floculation. Après, ils font le rejet. Oui. Après, normalement, coagulation, floculation, au Oui. niveau de la station. Ils font le stockage dans les bassins. Après, il y a un Mais rejet. le stockage de combien de temps? Parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est un logis qui est neuf, c'est-à-dire qui est récent, ou après un certain temps? Non, le jour de prélèvement, c'était neuf parce qu'il y avait quand on faisait l'échantillonnage, il y avait l'arrivée. C'était Il y avait la ligne. On Donc, il faut noter ça dans vos cahiers de laboratoire, c'est important. Oui, parce que Vous avez un décalage dans le temps, ça peut influencer la mesure. Alors, vous avez aussi quelques remarques il faut revoir au tableau. À partir de là, 107, 108, 107, etc. Vous avez des chiffres qui ont sauté, vous avez des nombres qui ont sauté. Des nombres. Dans la DCO, le rendement, ce n'est pas 2,3, c'est 32,3. Vous voyez? Page 107. Page 110, la même chose. D'accord? Donc, page 111, c'est pas 7% pour la couleur, c'est 27,8%. D'accord? Pour la DCO, c'est pas 6,5, c'est 26,5. Donc, il faut revoir les valeurs. Et aussi, il faut s'assurer que les valeurs se respectent, même avec les débuts. Parce que des fois, vous donnez, je ne sais pas, avant l'absorption, vous donnez, Julien, comme ça, 6,25. Dans un autre tableau, c'est pas 6,25, c'est 6,5. Non, ça c'est la différence entre les échantillons. Ben, il faut noter ça. Il faut noter ça, c'est parce que il faut noter ça au-dessus du tableau, différence, parce que l'échantillon n'est pas le même. Alors, pour faire temps, pourquoi vous avez utilisé le sulfate? Normalement, vous utilisez le chlorure. Mais c'est les chlorures qu'on utilise. J'étais au laboratoire en Turquie, ils utilisent du sulfate. Généralement, c'est des chlorures ferreux, la PCL2, qu'on utilise pour le. Ils travaillent peu avec le sulfate de fer. Bon, peut-être que j'ai tort là. Non, je ne sais pas. C'est vrai parce que, si vous permettez, c'est vrai parce qu'ils disent que déjà les sulfates, le problème de l'effluent, la présence des sulfates après, c'est une impureté. C'est-à-dire si on utilise déjà le sulfate, le FeSO4, ça produit encore un excès de sulfate dans l'effluent, alors il faut l'éviter. Mais malheureusement, c'est ça ce qui était disponible. Et d'ailleurs, il est utilisé même dans la société de textile à Berlin. Voilà, alors on n'avait pas le choix en fait pour l'utilisation de. D'accord. Alors maintenant, quand vous utilisez l'oxygéné, c'est un bon oxydant, mais il a un grand problème. Il se décompose facilement. Bon. Ici, ma première remarque, c'est que vous ne donnez pas la concentration de cet oxygène. À aucun moment, bon, ça je ne vais pas les zapper, vous ne donnez pas le pourcentage ou là le nombre de volumes. Parce que l'oxygéné, elle est commercialisée soit en pourcentage, ou là en nombre de volumes. Soit on dit c'est 30%, là c'est 110 volumes, etc. Par rapport à l'oxygène qui a dégagé. Première
aux données de pourcentage utilisées, parce que c'est ça qui va donner la concentration que vous donnez par la suite, 10, 15, 27 minimum. Deuxième remarque, pour l'oxygéné, il faut à chaque fois faire un dosage pour trouver la quantité d'oxygène actif, parce qu'il y a une décomposition là. Au début et à la fin. Au début, pour savoir est-ce que la concentration commerciale qui est donnée, est-ce qu'elle est toujours là? Avant l'utilisation, là, il s'est décomposé. Ou bien, à la fin, est-ce que l'oxygéné que j'ai utilisé, est-ce qu'il a été décomposé ou a partiellement décomposé? Bon, parce que vous le faites, avant de faire votre dosage décimaux, vous ajoutez un réactif pour le décomposer totalement. D'accord, ça c'est bon. Mais pour le mesurer, combien vous l'avez? Comme ça, on saura est-ce que vous avez beaucoup utilisé ou le moins utilisé. Parce que j'ai une question sur les quantités utilisées. Aux données de rapport de 2, 3, 4, mais je pense qu'il y a un multiple de 10 qui est sûr. Je pense que nos solutions sont très concentrées en oxygène. J'ai fait un calcul rapide. Vous me confirmez que vous utilisez 100 000 échantillons. 100 millilitres. 100 millilitres, vous utilisez la solution pour faire le temps. Vous utilisez 100 millilitres, c'est pas ça, c'est pas 1 litre. Non. Et normalement, c'est 100 millilitres. Vous avez 226 mg par litre d'oxygène, le décimo. C'est ça. Vous utilisez 100 millilitres. Et vous dites, tableau avant traitement, vous avez 226 mg par litre de décimo de demande chimique en oxygène, c'est-à-dire l'équivalent de filière en oxygène. D'accord? Donc, dans 100 millilitres, vous en avez 22,6 mg. Et ces 22,6 mg, si je vais les diviser par les 25 millimoles, 15 millimoles, 20 millimoles d'eau oxygénée, je vais trouver un rapport qui est inférieur à 1. Donc, quand vous dites le rapport de H2 de l'eau oxygénée par rapport à DCO, il est de 2, non, il n'est pas de 2, il est de 20. D'accord? Je vous invite, on pourra discuter par la suite, je vous invite à le voir cet année. Bon, je pense qu'il me reste. On s'en est on a même noté que c'est une condition. Avant de remettre la parole à la présidente, donc je vous félicite une deuxième fois. Donc si j'ai pris mon temps, le temps pour discuter avec vous le sujet, c'est tout simplement pour valoriser encore mieux le travail et pour valoriser mon déplacement, ou essayer de justifier mon déplacement de 1000 km à force de certaines également. Et félicitations de vous. Merci madame. Merci à vous, monsieur Chouchou, pour ces remarques constructives. Et donc, je pense que l'étudiante devrait prendre compte de ces remarques. J'ai noté, de toute façon, je vais vérifier après. Voilà, sans trop tarder, je passe la parole à monsieur Hazouli, professeur de l'Université d'Annaba. À vous la parole, monsieur. À mon tour, je remercie madame Maui d'avoir assisté à ce travail. Je remercie aussi madame Slatoudiza pour l'exposé des chantiers qu'elle a fait parce que, en fait, toutes ces questions émergent parce qu'il y a trop de travaux, trop d'essais. Et à vouloir faire mieux et plus, c'est normal qu'on se confronte à ce type de questions. Sinon, le travail en lui-même est original, surtout en ce qui concerne la caractérisation du matériel. À mon avis, c'est ce qu'on a dit. Donc, je fais l'effort de lire ce que j'ai pu. L'original du travail, c'est le matériel. C'est la synthèse que vous avez faite et qui, à mon avis, peut-être encore poursuivie par la suite. Déjà que vous avez fait utiliser de surfactants. L'échelle, c'est à discuter pour voir, ça aussi, c'est à voir. Le choix
choix du 35 pour la justifier par la difficulté à avoir ce type de matériaux. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux pour une thèse de travailler avec le matériau le plus performant. Enfin, entre parenthèses. En termes de surface et de volume. Même le volume, à mon avis, n'a pas trop évolué. Mais la surface, oui, quand même, par rapport au DD3 à l'origine. Donc, à mon avis, l'originalité repose sur le matériau lui-même. Maintenant, l'application que vous avez faite, c'est vrai que, là aussi, ça se discute, mais vous avez quand même voulu essayer de voir comment agit ce matériau sur un effluent aérien. Mais c'est vrai que ça ne s'applique pas avec la partie absorption qui utilise un colorant divers qui n'existe pas dans l'industrie. Mais quand même, je trouve que c'est quand même tenté, c'est bien de vouloir inverser la partie expérimentale. Pourquoi pas essayer de voir avec l'ONER, identifier les colorants, tous les colorants, et essayer, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Avec bien sûr quelques variantes à proposer. Hein. En fait, vous avez fait un travail, vous avez fait chaque traitement à part, mais on peut effectivement, comme disait M. Chouchou, c'est combiner ces traitements et voir d'autres traitements aussi, parce qu'on peut faire une pré-oxydation en amont et ça peut marcher. On peut faire une pré-oxydation chimique sans utiliser les fameux fer, bien l'aluminium ou autre, éviter la flocculation. Parce que la flocculation, en fait, l'eau, si je vois, à mon sens, à mon avis, si je vois l'eau, elle n'est pas turbide à la base. Elle est à 40 centilitres. Pour une industrielle, pour une eau industrielle, l'eau, elle est claire, elle est à 40 centilitres. À 40 centilitres, elle est claire. C'est-à-dire, la turbidité, c'est la matière colloïdale. Donc, les suspensions, au niveau de l'entreprise, Dieu merci, il y a le bassin de décontation, donc il n'y a pas de suspension visible. Donc, la décontation, à mon avis, si j'étais à votre place pour travailler sur j'éviterais carrément la partie population. J'enlèverais toutes les suppositions et les questions sur l'utilisation de l'aluminium. Déjà, l'aluminium, on n'est pas soumis dans ce type de travail. Parce que dans le programme, on n'en pas, il est standardisé, il est normalisé à 0,2 mg par litre. Déjà. On a utilisé cette partie coagulation, flocculation, parce que normalement, à la base, elle est faite. Très bien, elle est faite. C'est pas la peine. Comme c'était en arrêt, la saison était en arrêt, on a voulu. La turbidité dépend, à mon avis, hein, ça se... Mais vous avez fait plus, donc vous voulez avoir du 5e DU, vous l'avez obtenu. Donc la courbe est bien nette, c'est clair, c'est bon. Donc, pour revenir un peu, je ne vais pas revenir sur les trucs de faute, sur les fautes de faute. Je vais vous donner la thèse, le manuscrit. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu en essayant de collecter les erreurs de phrases, de phrases. Surtout, ce qui émerge dans tout ça d'une manière globale sur la forme, c'est la bibliographie. C'est la bibliographie. Il y a même des auteurs qui ne disent pas, mais ils disent dans le tableau, dans la liste, mais ils ne disent pas dans le texte. Je vais citer la page 35. La page 35, vous allez voir. Page de la page 35. Le premier paragraphe. Fin du premier paragraphe. Donc, L, page 35. Page 35. EL et EON 2011. Fin du premier paragraphe. Il n'existe pas dans la liste. Donc voilà, ceci m'incite à dire qu'il faut carrément revoir la bibliographie, l'augmentation, l'homogénéisation, homogénéiser la forme, l'écriture de développeur et voilà. Donc, à revoir la musique. Peut-être un nom EN n'existe pas, si je prends le E, donc voilà. Là, je pense pas au nom. J'ai voulu voir. Donc, les figures et tableaux. Là aussi, il faut le voir, des tableaux qui sont coupés au milieu de page, ça a été dit. Donc, surtout, je donne un exemple dans la partie 19. Il y a aussi peut-être.
voir un peu les tableaux dans la disposition. Autre chose, là aussi pour la forme, page 41 à 47. 41 à 47. 41 à 47. Vous parlez des traitements conventionnels et des fleurs textiles. À ma connaissance, je vous propose de mettre le paragraphe 1.4.1, méthode physico-chimique. Parce que là, regardez le paragraphe 1.4.1, page 41. Vous mettez 1.4.11, méthode physique. Cette solution, ce n'est pas une méthode physique. C'est une méthode physico-chimique. D'accord? Parce que, d'ailleurs, vous parlez dans le même paragraphe d'absorption physique et d'absorption chimique. D'accord? Donc, à mon avis. Oui, dans le paragraphe d'absorption. Donc, à mon avis, c'est à mon avis, il faut revoir la présentation en mettant traitement physico-chimique. Et si vous avez un peu de texte, pas trop, parlez quand même des traitements biologiques. Ajoutez ça. Comme si les traitements biologiques n'ont pas d'intérêt. Et alors que les traitements biologiques, des fois, ils font mieux que les traitements physico-chimiques. Ça, je pense qu'il faut ajouter un paragraphe, citer un peu les niveaux activés, etc. Donc là, à revoir, j'ai fait des propositions pour le texte. Donc, je vous le vois tout à l'heure. Donc ça, en ce qui concerne la forme. Page 123 peut-être aussi. 123. Non, page 58 plutôt. 58 ou 72. On va le voir parce que... Dans page 72, sur le Véronique 123. 72. Donc, j'ai tout à l'heure sur la famille de Véronique 123. On les mettre peut-être non pas le polypropylène. Hein, donc, il faut mettre ici, c'est polyéthylène. Dans la formule, vous mettez la masse moléculaire. Donc, il fallait, au lieu de OP, il faut mettre OE. D'accord? Ok. Page 79. Page 79 en ce qui concerne le spectre infrarouge. Si je compare un peu le résultat de Fluorescence 6, que la limite, elle a disparu, la limite. Elle a disparu carrément au profit de la silice. Donc si je vois les deux spectres, en fait, je vois, si je vois un peu les bandes, je vois qu'il n'y a que l'oxyde de silice qui existe. La limite n'existe pas. Donc ça, c'est... Je ne sais pas où ça a disparu. Je ne sais pas. Donc, oui. Dans celle de 35. Oui, après, c'est on dirait une distillation après un traitement chimique, on n'a plus d'acide métaux. Mais la silice aussi, on a vu être réduite en plus de l'âge. On a cette silice ici. Alors qu'elle a augmenté au profit au défaveur de la limite. Donc ça, c'est une question à élucider à mon avis. Revoir peut-être. Parce que si on avait le spectre infrarouge du chloronique 123, les choses peut-être auraient été plus claires. On pouvait avoir un deuxième spectre de comparaison. On l'a pas. Donc ça, c'est un page peut-être. Page 88. Là aussi, comme disait M. Chouchou, c'est
variation. Donc il n'y a que la surface spécifique qui est intéressante. Là, vous avez justifié l'utilisation du M35 ou du 123. Le monde aurait voulu que les résultats soient présentés sur l'absorbant performant. Et ça, vous avez dans les explications. Je vais vous avez les faire plus tard. Pourquoi pas. La page 89. En ce qui concerne la présentation de votre programme unique, la cible 337, donc c'est un programme unique. Donc la présentation est insuffisante, il fallait peut-être mettre de la solubilité. Si vous parlez de la solubilité est importante. Si vous parlez de solubilité dans les eaux textiles, à mon avis, la solubilité va figurer dans ce tableau-là. La solubilité, et pourquoi pas aussi le spectre. Le spectre d'absorption, ils ont voulu mettre le spectre. Ça peut dire qu'il y a une perte d'espace, tu mets le spectre circulaire, tu mets un spectre, en essayant peut-être, pas la cohabitalonnage parce que c'est évident, mais au moins le spectre. Et surtout, comme disait M. Chouchouz, justifier votre pH de mesure, votre choix de pH à pH 2. C'est vrai que le pH 2 vous convient, c'est normal. Parce que sinon, la capacité d'absorption est au bas, à pH différent de 2. C'est clair. Mais, quand même, en ce qui concerne la mesure, je parle de la mesure, il fallait au moins justifier, ou bien carrément mettre un spectre. Bon, c'est vrai que c'est classique. C'est pas évident, enfin, c'est pas intéressant de mettre un spectre d'absorbance en fonction du pH, mais moi, insister à ce que, donc, en utilisant toute phrase, disant que, bon, je n'ai pas de problème avec la variation de pH pour la mesure. Ça, c'est important. Donc, à compliquer un peu la présentation et surtout présenter la formule développée, plane. Ça, c'est un peu en perspective, présentation en 3D, essayer de présenter la formule. Surtout à l'air, pourquoi? Parce que nous allons présenter qu'effectivement, ma molécule, elle est anonyque, et il y a des sulfonates à droite et il y a le sodium en bas. Parce que c'est très important de présenter la partie des sulfonates de la molécule. Et c'est ça qui montre que votre molécule, elle est anonyque. Si je vois que la présentation en 3D, pour celui qui n'est pas initié, il n'est pas chimiste, il va se poser la question. Excusez, monsieur, mais il y a en page 38 de la représentation. Page 38, tous les colorants en acide rouge compris. Je parle de 337. Je parle de 337. Je parle du colorant 337. Ah, c'est tout. Ouais. Je parle du colorant 337. D'accord, donc c'est important. Et justement, c'est là où on commence notre discussion sur les essais d'absorption, parce que vous êtes basé dans la discussion sur le point isoélectrique. C'est bien aussi. Mais à mon avis, c'est aller sur la surface de l'absorption. Voir comment évolue la surface en variant le pH. Très important. Vous êtes intéressé à la molécule. Et ça, il y a son point isoélectrique, c'est bien. Mais à mon avis, il fallait peut-être aussi penser à voir le comportement de la surface avec la variation de pH. Ça j'aurais une discussion claire en ce qui concerne l'absorption à pH très acide. Là, vous aurez une explication. Mais si vous touchez les isoélectriques de la molécule, à mon avis, c'est suffisant. Parce que l'état de surface, c'est-à-dire chercher, alors je vous le dis tout de suite, chercher le point de charge nul de la surface. Et ça, c'est une expérience qui se fait de manière très simple. Là. Vous mettez un électrolyte neutre, un ACN par exemple, et vous essayez de varier le pH de cette solution, tout en mettant dans ton absorbant ton argile, et voir comment on évolue la surface. Et vous allez avoir une courbe hyperbole, et vous allez trouver votre point isoélectrique, c'est-à-dire au-dessous duquel la surface est positive, et au-dessus duquel la surface est acide ou basique. Et à ce moment-là, vous pouvez voir une réaction électrostatique entre les sulfonates justement anonymes qui n'aiment pas le milieu basique, en fait. Il y a un milieu acide. Et là, tu confirmes que tes sulfonates s'absorbent sur la surface comme milieu acide. D'ailleurs, on voit la courbe pH, à pH 2, c'est le meilleur. Justement, c'est la réponse, il fallait montrer la réponse de votre surface.
Merci. Donc on passe à autre chose. Page peut-être. Oui, là, M. Chouchoupa dénoncé sur ce qui concerne l'absorption du colorant sur les argiles. Il fallait toucher au moins, je ne dis pas toutes les argiles, parce que vous avez votre choix sur la DD3, et ce n'est pas la peine de consulter plus, parce que sinon les résultats, vous allez avoir beaucoup de travaux, et là, vous en finissez pas. Il n'y a pas d'ouverture sur une bonne discussion. Mais, quand même, j'aurais aimé faire, comme disait M. Chouchou, la différence entre le DD3 et le SN 123. Ça, c'est inévitable. Il fallait les présenter et les mettre à la limite, les mettre dans les mêmes groupes. Et ce n'est pas évident parce que vous faites des différentes concentrations, essayez de faire de figurer la côté de côté pour essayer de montrer que l'argile non synthétisée donne moins de. Mais la réponse, c'est aussi, parce que normalement, la réponse en pH devrait être la même. Mais il faut voir est-ce que s'il n'y a pas de synthèse, le pH2 ne serait pas le même pH optimisé. Voilà. Donc voilà, les trois, c'est une référence. Vous avez mis dans l'article un tableau comparatif. Je parle toujours de la partie absorption de colorant. Vous avez mis un tableau comparatif dans l'article, mais qui n'existe pas dans votre thèse. Un article, c'est bien. Parce que, ça veut dans une thèse, on aimerait bien toujours chercher l'effet performance de votre matériau par rapport au colorant. Donc, je ne sais pas s'il y a des travaux déjà sur ce colorant, sur le 3367. S'il y a des colorants sur d'autres matériaux, il fallait les présenter dans le cas. Voilà, notre travail, on a obtenu 34 mg par gramme. Au moins la capacité d'absorption. Ça suffit largement. Pour le même colorant, bien sûr, mais pour différents absorbants. Au moins 2-3 cas, si vous l'avez. Ça n'existe pas. Et vous l'avez mis dans l'article. Ça, peut-être il faut le copier ou le représenter différemment. Page 102. Le tableau 4-4. À mon avis, toujours, c'est à la place du polluant, mettre paramètre. Au lieu de mettre concentration, mettre valeur minimale et à côté valeur maximale, je corrige ici, je vais tout donner le maximum. Parce que là, et en plus les unités, ça me choque un peu parce que c'est du grand par litre. Du grand par litre. Regardez, à l'acière, donc il n'y a pas ces valeurs à l'acière, mais vous avez quand même 300 grammes par litre. Moi, je suppose que c'est des milligrammes, non pas des grammes. C'est le faire ça, hein, parce que elle a wash 100 grammes par litre. Elle a wash 100 grammes. Donc, à mon avis, c'est milligrammes, donc je dis signaler. Milligrammes par litre. Donc ça, c'est important de le signaler. Enfin, toujours le même tableau, le tableau autre pour le chimie. Donc, à mon avis, enlever cette ligne, carrément. Le même tableau, à la fin. Autre produit chimique, si ce n'est pas spécifié, à mon avis, le supprimer. Parce que vous n'avez pas présenté un pourcentage. Donc, qu'est-ce que je fais 107. Donc là, la page 107-108, là, je l'ai déjà dit, vous avez fait une double formulation, la formulation du bassin de l'usine, et vous avez... Non. Le jour où on a fait l'échantillon 1, celle de la station d'épuration était... d'accord, vous avez une justification. Très bien, parfait. C'est pour ça qu'on a fait... moi je pensais que l'usine faisait une drogue, mais non. Très bien, parfait. Donc là, vous avez votre justification. Et en plus, moi, ce qui me gêne en ce qui concerne l'usine, l'entreprise, le bassin de décontation. C'est un bassin d'emploi, ça laisse décompter l'eau, surtout à mon avis, c'est pour récupérer les bouts textiles, les jeter quelque part. Et l'eau, donc, elle va où, là, cette eau-là? Non, je
je pense dans la station d'assainissement, dans une Parce que autre j'ai station. lu bien la Oui, dans une autre station d'épuration de la il wilaya y a de des écoles Maintenant. avec du DCO dissous en sel, dissous en composé organique, dissous de 4000 mg. Moi je trouve que c'est. Non, c'est grave là. Les eaux après traitement, plutôt les rejets après traitement, après floculation uniquement et coagulation, se sont orientés vers une autre station d'épuration qui se trouve voilà, à la wilaya de Maintenant. Je voudrais juste préciser quelque chose, si vous permettez. Sur le problème de l'effluent, floculation, coagulation, etc. Je dois juste préciser qu'on a tout d'abord un problème énorme dans l'échantillonnage. Parce que déjà, l'échantillonnage se faisait à Betna, à peu près à 300 et quelques kilomètres. Alors, il fallait choisir le jour où il y avait une très grande production, c'est-à-dire où on pourrait vraiment avoir un effluent chargé. Et le problème aussi qui se posait pour nous, c'est la qualité aussi de l'échantillonnage. Parce qu'on travaillait par exemple sur un effluent en un mois, après un mois, un autre effluent, ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est la conservation aussi de l'effluent, parce que quand j'ai beau l'effluent et on le conservait, maintenant pour lancer les caractéristiques des CO, des BO, il fallait préparer aussi les réactifs et les méthodes d'analyse. Parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. La floculation-coagulation, on l'a fait parce que tout simplement la floculation-coagulation qui se faisait à la société, elle ne donnait pas vraiment des résultats soi-disant prometteurs parce qu'on était chaque fois obligé de faire la floculation-coagulation à notre niveau pour passer à l'absorption. Parce que vraiment l'effluent était trop chargé. Ils utilisent pratiquement, on n'a pas présenté en fait ce qu'ils utilisent au niveau de la société, c'est 12 colorants, carrément, avec des auxiliaires, avec des pigments, alors là c'est trop chargé. Et c'était pas en fait évident d'utiliser uniquement le pré-traitement. C'est-à-dire on était obligé de faire le pré-traitement à notre niveau et de passer aux autres processus. C'est pour ça que peut-être la turbidité initiale que vous avez prise à 40 NTU, peut-être que c'est un défaut de prise d'échantillonnage aussi. Peut-être, oui. Parce que 40 NTU, pour moi c'est trop. Moi je vous dis sincèrement, peut-être je peux me tromper, les eaux à 40 NTU, excusez-moi, je l'ai dit, en toute sincérité, ils passent déjà des fois dans le robinet. C'est pour ça que j'ai intervenu à Même à 100 NTU, j'ai mesuré des eaux potables à 100 NTU. C'est comme ça, c'est des effluents carrément noirs. Alors, peut-être prendre des volumes plus grands, chercher des volumes. Un citerne, vraiment. Ah oui, non, c'était un problème. Mais comment c'est un travail comme ça? Parce que à chaque fois. Il fallait ramener ces échantillons en Turquie. Elle était obligée, vraiment d'emmener avec elle combien de quantités? 10 litres en Turquie pour travailler sur. À la fin du stage, l'eau, elle était, je ne sais pas, je ne pouvais plus faire. Tout était dégradé, alors elle a tout reçu. Bien sûr que tout est dégradé, parce que justement la partie biologique n'a pas été prise en compte. Parce qu'il n'y a pas de. D'où la nécessité d'aller aussi vers les traitements biologiques. Parce que si vous laissez votre échantillon, peut-être dans les conditions où vous voulez que les échantillons soient à 4 degrés, mais ils ne le sont pas, en fait. Le traitement biologique, à quel niveau, monsieur? À notre niveau, du laboratoire, là où elle a eu. Parce que là, on voulait carrément lancer le travail sur un effluent brut, sans aucun traitement. Moi, je parle des échantillons qui sont, d'ailleurs, au niveau du bassin tampon. Je me demande, je ne sais pas, au niveau du bassin tampon, est-ce que les eaux restent, c'est un bassin où les eaux restent séjournent 48 heures? Ça, c'est une question à poser. Il y a quelle température? Donc, il y a quand même une flore bactérienne qui se développe. La photo, elle est réelle. Oui, il y a une flore bactérienne qui se développe. Il faut la prendre en compte parce qu'il y a une auto-réguration bactérienne simplement blessée. C'est pas nouveau. Donc, il y a une réduction de la pression très claire si vous avez une biomasse bactérienne. La
SEO va carrément, sans passer par les procédés chimiques, elle va carrément auto-réparer. Donc c'est pour ça que ces questions-là, il faut les prendre en compte et il faut toujours les mettre en parallèle. Parce que l'activité macrobactérienne, elle est inéluctable. Et nous, les chimistes, on a tendance à voir que le côté physique. La page 119. Donc, les valeurs, il faut voir aussi, comme disait M. Chouchou, revoir les valeurs des tableaux. Parce que vous mettez le tableau 411, page 119. Vous mettez une décision avant traitement, 1 minute, 87. Est-ce qu'il est identique après traitement 87? Voilà, c'est impossible. Donc, il faut le voir, ces valeurs-là. Le voir, on ne fait pas attention. Et sinon, je suggère, encore une fois, vu l'intéressement et l'importance de votre travail, parce que vous avez touché à tout, de développer la partie absorption. C'est intéressant déjà quand vous avez des résultats. Développer la synthèse des matériaux en choisissant des longueurs de surfactants différents. Ça fait un travail de plus. Et essayer aussi, toujours sur la partie head, parce que vous l'avez abordé, c'est les résultats, vous avez fait un article dessus. C'est intéressant de voir avec ce qui se passe avec le rock atomique. L'anionique, c'est toujours méchant en ce qui concerne. Le plus difficile. Et surtout avec du kaolin qui, à la base, n'est pas des cations. Il n'est pas des cations, mais l'argile, en général, c'est connu. C'était ça notre but, c'est de choisir toujours les colorants plus difficiles. Choisissez, ou sinon, choisissez un deuxième colorant qui ne soit pas, je ne sais pas, je ne crois pas seulement un colorant du rouge commun, il y a un anonyme. C'est pas la peine, mais c'est-à-dire, à mon avis, pour que ce soit complet, pour montrer que l'anionique qui s'absorbe au moins à 34 mg, peut-être le cationique sur le même matériau va donner peut-être 200 mg par gramme. Ça serait intéressant quand même de dire voilà, je traite que les matériaux cationiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'absorbent pas l'ionisme. Donc ça c'est intéressant pour la partie absorption à développer. À développer sur la synthèse, développer la synthèse, ça peut donner encore des choses intéressantes. Voir aussi dans vos lavages, vos rinçages et vos calcinations, voir si vous pouvez pas, parce que vous avez tiré des références d'articles pour faire votre synthèse. Vous pouvez aussi vous-même essayer de voir si dans cette calcination, vous ne pouvez pas tirer de profit en essayant d'augmenter le volume. Essayer peut-être, je ne sais pas, si je fais par exemple à 700 ou 800 degrés, est-ce que ça peut pas aussi bouger? Je ne sais pas. Ça peut polyméliser le matériau, faire disparaître la silice. C'est des essais. C'est des essais quand même. À proposer, à voir et changer de concept de surfactant aussi, peut-être. Il n'y a pas que ces surfactants. On a utilisé un autre surfactant, mais Le CPAB, on a fait le CPAB qui est surfactant cationique. Je ne sais pas, greffer un métal, mais sur le. Oui. Ça aussi, ça peut. on a greffé de fer. Parce que s'il n'a pas de surface, l'intérêt c'est de lui donner des balles, des radicaux, pour qu'il puisse absorber. Et le fer, ça peut être. Il peut postuler pour ce genre de synthèse. Donc, enfin, en ce qui concerne la partie traitement, donc, là aussi ça a été dit, peut-être commencer par l'oxydation l'oxydation chimique à l'oxygène. Bon, il y a des avantages et des inconvénients, c'est chimique, mais on peut utiliser la photodégradation. Surtout solaire, c'est mieux. Ça peut être utilisé en pré-oxydation du traitement. Et c'est de voir si à ce moment-là, vous supprimez la partie formulation qui n'est pas toujours souhaitée. Et c'est de voir si, maintenant c'est obligatoire, vous essayez quand même. Et sinon, voilà, donc, travailler en dynamique aussi. Parce qu'on doit travailler en batch. Travailler en condition réelle. En condition réelle, en utilisant, pas en gravité, en utilisant une pompée statique. Et essayer de diffonder Le matériau était trop fin. Enfin, donc vous avez fait le phénomène de colmatage. Mais vous pouvez le faire des galvanités différentes. Là aussi, vous jouez sur la galvanité. Il y a des pratiques qui peuvent être intéressantes dans ce sens. Parce que
l'appel de charge est important, c'est clair. Voilà, sinon, j'ai mis un petit peu de temps, peut-être, moi aussi j'en sais rien, mais ça montre bien que votre travail est très intéressant. Il est ouvert, donc peut-être développer encore davantage, je dirais, en termes d'articles, et même pour faciliter, proposer d'autres travaux. Oui, le deuxième article est Donc, en voilà. relation. Encore une fois, merci et Inch'Allah, ça va aller ici dans vos projets familiaux. Voilà, madame. Merci, monsieur Hazouri, pour votre intervention. Je passe maintenant la parole à mademoiselle Negri, professeure à l'Université de Guédiawaye, donc pour d'éventuelles remarques et questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Ali pour m'avoir invité à participer à ce cours. Je tiens également à féliciter la candidate pour la clarté de son exposé ainsi pour les résultats obtenus. J'ai surtout apprécié la qualité de l'exposé. Le travail présenté est un travail expérimental qui a un impact direct sur l'environnement. La candidate a pu synthétiser un pathologie son propos, le caractériser par différentes méthodes de caractérisation, la VLX, la DLX, le NER, l'infrarouge transformé Fourier. Elle a proposé deux applications pour ce matériau. La première application concerne la solution d'un colorant, l'acide RED 335. Elle a étudié l'influence de paramètres qui ont une influence sur l'ensemble de la solution, dans le but de fixer les conditions optimales, à mon avis, qui seront utilisées dans la deuxième application, qui est le traitement d'un effluent textile réel. Dans ce traitement, donc, elle a utilisé un procédé hybride qui combine entre trois techniques. Concernant le manuscrit, il est bien présenté, rédigé avec un style scientifique simple et clair, mais j'ai quelques remarques à faire. Donc, la première concerne le résumé en arabe. Mademoiselle, votre résumé en arabe, c'est une traduction mot à mot du français et ne reflète pas la richesse de la langue arabe. Donc, c'est mot à mot. Donc, je vais commencer par يركز هذا العمل على تطوير مادة متوسطة الميزان. مادة متوسطة الميزان، مادة متوسطة المسامير. مو ميزوج. ميزوج. مادة متوسطة المسامية واستخدامها لامتصاص صبغة لمحلول مائي وكذلك إدخالها في عملية ناجمة لمعالجة النفايات السائلة الناجمة عن صناعة المنتوجات. أنا قاعدة أخرجيكم Deuxième paragraphe. تم تصنيع 2 من مادة السيليكون. نوعين. tout simplement. كمصدر معالج بالمعالجة الحرارية والمعالجة الحمضية. معالج 3 معالجات. معالج حمضي وحراري. تتميز السيليكا المصنعة المتوسط deuxième fois بهندسة غير منتظمة. ومساحة سطح محددة، مساحة سطح نوعية ليس محددة. سبيسيفيك نوعية. تم استخدام مادة سيليكون متوسطة في بيئة شديدة الحموضة، في وسط شديد الحموضة بدرجة الحرارة الاعتيادية، وقد تم اختبار دراسة جدوى عملية هجينة. تم دراسة اختبار جدوى العملية الهجينة. عرفوا العملية الهجينة التي تجمع بين 3 اختيارات. ainsi de suite. J'ai essayé de corriger le résumé arabe. Donc il faut le réaliser. الكلمات المفتاحية سيليكا متوسط الميزان. Il faut le corriger. متوسط المسيح. Ma deuxième remarque concerne la liste des abréviations. Vous avez mentionné la chaleur spécifique dans la liste des abréviations en mètres cubes par gramme. C'est en mètres carrés qu'il faut corriger dans la liste des abréviations. La chaleur spécifique, la surface spécifique est exprimée en mètres cubes. Donc il faut le corriger.
en page 3 ici. Oui, 3. Dans la page 7, vous avez deux équations. Dans la page 7, vous avez deux équations non équilibrées. Page 7. Les deux réactions ne sont pas équilibrées. Par rapport à l'oxygène. Ah oui, par rapport à l'oxygène. Oui, donc je passe directement à la partie application. La partie application. Il faut voir aussi la partie bibliographie. Je passe directement à la page 90. Sur quelle base vous avez choisi une masse de 0,4 g pour la masse de 0,4 g? Sur quelle base vous avez choisi cette valeur 0,4? Vous avez démarré une valeur, la quantité de l'absorbant à page 90. Donc vous avez démarré par une masse, donc une concentration C0 égale à 100 mg par litre et une quantité de 0,4 g d'absorbant. Non, c'est 0,2. Non. 0,2 grammes. 100 millilitres. Donc, vous allez commencer par une masse de 0,4 g d'absorbant et une concentration C0 égale à 100 mg par litre. Sur quelle base vous avez choisi ces valeurs? Normalement, c'est 0,2 grammes. Parce que c'est 200 millilitres. 200 millilitres. Dans un litre, c'est 1 gramme par litre. Vous avez un problème avec cette valeur. Dans tous les cas, partout. C'est 0,2. Le démarrage, vous avez démarré par une masse de 1 gramme par litre. C'est ça. Sur quelle base vous avez choisi cette valeur? On a commencé par 1 gramme, voire après. Et 6 euros pour 100 mg par litre. C'est un choix. C'est aucun parce que tu as optimisé. C'est aucun parce que c'est une optimisation. C'est juste bien fait. Ça, je parle pas de la masse optimale obtenue par la suite qui est 0,2. Vous avez démarré l'expérience avec une masse de 0,4. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce qu'il y a des tests? Aléatoire, C'est aléatoire. c'est pas à partir de recherche bibliographique. Non, non. Donc, vous avez utilisé cette masse pour la page 93. Vous avez, dans la fiche de l'histoire, vous avez étudié les prix du temps de contact sur la capacité d'absorption. 93. Donc, là, la figure. Donc, elle est obtenue en variant le temps de contact. La première, oui, étude cinétique. Oui. Donc, pour un pH égal à 2, et masse de 0,4 et C0 égale 200 de volume de 200. C'est ça. Et vous avez trouvé que le temps optimal de contact, c'était 60 minutes. Et puis de la concentration. Le titre, c'est pas le titre, c'était de la concentration initiale du colorant. Supprimez SM. Partout, donc l'effet de la quantité de l'absorbant, donc l'effet de la quantité de l'absorbant, donc vous avez essayé 1 gramme, 0,4 grammes et 0,2 grammes. La page 94. C'est pour optimiser la quantité 94. Donc pour l'optimisation, donc vous avez varié la masse. En gardant le pH égal à 2, le temps de contact égal à 68. Et donc, à la fin, décider sur les conditions optimales qui sont 0,2 g pour 200
millilitres, c'est-à-dire une quantité de 1 gramme par litre. Une quantité, concentration initiale 6 euros, 100 mg par litre. Le problème est là, c'est l'étude thermodynamique. Vous avez donc varié la température, de différentes températures, mais vous gardez la masse 0,4 g. Vous avez donc travaillé avec une masse, soi-disant, ce n'est pas la masse optimale. Normalement, l'étude est relative, avec une masse de 0,2 g. 0,2. Un litre, non, normalement c'est 0,2. C'est 1 gramme par litre. Sûr. 1 gramme par litre. Donc là, vous avez dans l'étude thermodynamique, selon la figure, nous pouvons constater que la solution est exothermique. La justification, votre justification, l'augmentation de la température provoque la diminution de la quantité absorbée. Est-ce qu'à partir de cette constatation, on peut dire que l'absorption est exothermique? C'est votre constat. Et après, c'était confirmé, ça a été confirmé par les résultats de partage. Donc, pour l'étude thermodynamique, vous avez appliqué l'équation de Montroff. L'équation de Montroff, c'est le logarithme de Kc, donc égal delta S sur R moins delta H sur R. Donc, vous avez utilisé une régression linéaire simple. Donc, Y, c'est l'un de Kc, le X, c'est l'inverse de la température. Donc, c'est une droite de pente négative. Et quelle est la pente de cette droite, mademoiselle? Quelle est la pente de cette droite? Après la loi de 23. Non, la loi de 23. La formule. 1 sur RT. Hein? 1 sur RT. Moins 1 sur R. Moins 1 sur RT. Le problème est là, les calculs termes. Donc, je reviens à la figure 7. Donc, vous avez représenté sur l'axe des Y plein cassé en fonction de l'inverse de T. Oui, c'est un même cas sur l'inverse de RT. Est-ce que le lait cassé représenté sur la figure, c'est les valeurs expérimentales sans modification? C'est le lait cassé expérimental, c'est ça? Expérimental. Je n'ai rien ajouté. Normalement, la droite, la masse, c'est une droite de pente négative. Et vous avez la valeur de la pente, c'est moins. Mais le delta H, c'est quoi? Delta H. C'est moins R fois la pente. D'après la loi de Montroff. La pente de la droite trouvée, c'est 1 sur, donc c'est moins delta H sur R, la pente. Votre pente, c'est moins 1000 et quelques. Normalement, la delta H est positive. Le moins c'est le moins de la loi de Montroff. Je vais saisir. La première question, avec le cassé, est-ce que vous avez modifié les liens cassés? Puisque le lien de cassé, c'est quoi? C'est le rapport, c'est concentration à l'équivalence, divisé par C0. C'est concentration à l'équivalence sur c'est inférieur à 1. Puisque la concentration initiale, elle est toujours supérieure. Donc, le rapport est inférieur à 1. Le ln, le rapport, devient négatif. Donc, là, vous avez présenté normalement le moins l'incassé puisque les valeurs sont positives. J'appelle moyen. Donc, soit une faute, le signe de delta H, soit une faute, le signe de delta S. Si vous avez représenté l'un moins l'incassé en fonction de l'inverse de la température, apparemment, puisque l'un c'est positif, normalement, c'est moins l'incassé que vous avez représenté. Donc, delta H est négatif et exothermique. Par contre, le signe de delta S est négatif. C'est-à-dire le moins.
Donc il faut revoir ça. La deuxième des choses, c'est le modèle. Donc le modèle, ce modèle a été utilisé pour le calcul de delta G, delta H et delta S. Est-ce que votre modèle, du point de vue statistique, est significatif ou non? Et moi, le R, le coefficient de corrélation. Tu n'as pas mentionné le R, le coefficient de corrélation. Il faut voir donc le modèle. En plus, je ne pense pas que ce n'est pas significatif. Le modèle n'est pas, du point de vue statistique, ce n'est pas significatif. Donc, la pente, elle est égale à moins 1039. L'erreur, c'est la pente, c'est 3,36 fois 10 à la puissance plus 6. C'est plus 6, hein? Plus 6. Donc, l'erreur, elle est très élevée par rapport à la valeur fusionnelle. Donc, par contre, l'intervalle de confiance de la pente, on peut le mesurer. Donc, d'après les résultats, il faut voir. Même à vue d'œil, tu as 4 points, dont 2 ne passent pas, sont très très éloignés de la pointe droite. Le R carré serait de 0,8 à peu près. J'ai cru que peut-être vous avez fait le modèle pour une masse de 0,4 qui n'est pas optimale. Donc, vous avez donc utilisé la masse dans la même page. Delta H est exprimé en 4 par mol. Il faut corriger. C'est kilojoules par mol. Dans la page 87, vous avez donné donc les résultats sous forme de tableau. 97. La variation de l'énergie libre pour la physisorption est située de moins 20 à 0 kJ. Tandis que la valeur pour les valeurs de la chimie-sorption se situe de moins 80 à moins 400 kJ. Les valeurs de delta G à des températures différentes indiquent la nature spontanée de l'absorption. C'est clair, vous avez raison, donc le delta G négatif, c'est un phénomène spontané. Et que la chimie-sorption est le mécanisme dominant. Là, c'est point d'interrogation. J'ai essayé de trouver donc, la référence, donc je vais pas trouver la référence. Il faut bien écrire, réviser l'écriture de cette référence. D'après les calculs du tableau, vis-à-vis la valeur de delta G, elle est de l'ordre de moins 20 à vérifier. Parce que vous avez une, je pense, il faut refaire le modèle. C'est des valeurs de moins 20, donc c'est la physisorption. C'est clair, c'est la physisorption. Donc, essayez de refaire ça. Pour l'étude cinétique, il faut voir avec les Ce équations. n'est pas en valeur absolue qu'on compare la Si, en valeur absolue, mais c'est une faible valeur. Non, faible valeur. C'est les valeurs théoriques, c'est bon. De moins 80 à moins 400, c'est en valeur absolue. Elle a des valeurs de 323. 323 pour le delta H. Là, c'est la température. Là, c'est la température. Delta H. Là, delta H. Delta H, elle est de moins 8,40. Pour les températures, pour l'étude, je reviens sur l'étude cinétique. Les équations. L'équation 7. C'est 7. C'est le dQE sur dt. C'est juste. Le QE, c'est une constante. C'est la quantité absorbée à l'équilibre. C'est QT. Il faut corriger. C'est dQT sur dt. Et puisqu'on intègre de 0 à t, et la quantité de. Donc il faut corriger ça. Deuxième équation 8, donc il faut bien écrire les équations. L'équation 8, évidemment, il manque des termes. Normalement, c'est l'un QE moins QT égale l'un QE moins K1 fois T. Après, Après intégration, on trouve. Donc, après l'intégration de l'équation 7, on trouve l'équation 8. Donc, là, il faut corriger l'un QE moins K1 T.
pour le modèle cinétique de pseudo-second, la mathématique d'équation 9, c'est dT sur dt égale K de QE moins QT au carré. Je passe à la deuxième application, page 102. 102. Dans la page 102, vous avez enlevé le tableau numéro 4, le 4-4. Vous avez enlevé juste avant le titre, juste avant le titre. Donc vous avez supprimé le tableau 4. Oui, vous avez supprimé le tableau 4. Il y a un décalage ici. Non, elle a supprimé le tableau 4, c'est pour ça qu'il y a. Donc, vous avez un décalage par la suite. Donc, normalement, vous avez donc un tableau qui porte sur les plusieurs temps pour avancer les caractéristiques. Les bains de teinture. Oui. Vous avez enlevé le tableau 4. Les pour ça, bains de... vous avez enlevé ça, qu'il y a un décalage. Dans le texte, ce n'est pas dans le numéro du tableau. C'est à partir de cette page, le décalage jusqu'à la fin. Donc, le tableau 4, J'ai enlevé, j'ai pas donc, M. Hazon a donné sa remarque sur ça, concernant les unités. Je comprends voir, le tableau 4. Dans la page 104, les eaux résiduelles industrielles et les eaux fluides décarbonatés sont très alternables pour une injection d'acide sulfurique est nécessaire pour augmenter le pH. Ouais. Diminuer le pH. C'est fait la même. Diminuer le pH. Donc vous avez donc, des eaux très alcalines. Alcalin, donc c'est Alcalin. pH La basique. chaux pour augmenter le pH. C'est pas si vous voulez augmenter le pH, c'est diminuer le pH. Diminuer le pH. Donc vous avez un pH très basique et vous allez le diminuer en pH aussi. Dans la page 105, il faut faire attention aux unités, aux abréviations. Des fois, le décider, c'est pas inversé. Il faut faire attention entre abréviations en français et en anglais. Oui, donc, le tableau 5, unité du code, COP. 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 6 mg de carbone. 6 mg de carbone par litre. Non, avec c'est TCO. Vous parlez du carbone. Normalement, l'unité, c'est 1000 mg de carbone par litre. Vous parlez du carbone. Il faut voir ça. Dans la page 8, pour étudier, معلش اصلا ما بعرفش دقيق vous avez étudié les faits de contact, les faits du temps de contact. Quel c'est que 108. 108. Donc, vous avez travaillé dans les conditions. pH. Est-ce que c'est juste là? Il y a une fois pH 8, pH libre. pH. pH 8. pH 8. pH diffluent. pH libre. Et dans les conditions optimales, en utilisant le premier colorant, vous avez fixé les conditions. Je parle de l'acide L. Donc, votre
matériaux isopropres efficaces à pH égal à 2. Et là, vous avez travaillé avec un pH égal à... Ah, je parle... Pour le colorant, c'est pH 2. Oui. Et pour les fluents, on n'a pas changé de pH. On a pH libre, les fluents, il était à 8. pH 8. À une étape au cours du procédé hybride, vous avez diminué le pH, je pense, à pH égal à 3. Non, c'est pour l'oxydation fondant. Donc, vous avez diminué le pH pour l'oxydation. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de diminuer le pH ici? Non, on a voulu travailler avec les fluents bruts sans aucun changement. Anna, je sais que votre but d'abord, c'est fixer les conditions optimales pour la première partie et vous allez garder les mêmes conditions pour la deuxième application. Non. Dans la figure, donc, la légende corrigée. Là, vous avez inversé. Je reviens à la page 110. Comment vous avez calculé la couleur? Je pense que c'est une question qui a été posée par... Comment vous avez mesuré la couleur? Platine cobalt. Puisque là, vous dites, donc la valeur elle est de 67, après absorption elle devient 41, la différence pour vous c'est la quantité absorbée, c'est ça. Et comment vous avez calculé les valeurs 67 et 41 à partir du cours d'étalonnage? Voilà, sur valeur donnée par un appareil. Non, en premier lieu, on fait une courbe d'étalonnage de la couleur. Un gramme de platine cobalt, il a une couleur spécifique. On change les concentrations. 1 gramme de platine cobalt, 2 grammes, une courbe. C'est expliqué dans la partie. C'est une méthode qu'on limite. Après, on dose la couleur et selon la courbe d'étalonnage, on a la concentration. Dans la page 112, vous parlez de l'oxydation, le mode opératoire. Il vaut mieux déplacer le mode opératoire dans le chapitre 2 avec les. Madame, la partie mode opératoire. Le déplacer carrément dans le chapitre 2. Chapitre 2. Ah oui, c'est un mode opératoire. Donc, il peut déplacer dans le chapitre 2 avec les modes opératoires et les techniques utilisées. Vous avez un problème avec les chiffres, donc pour le calcul du rendement. Donc dans la page 17, vous avez trouvé un rendement COT, c'est 39, normalement c'est 43. 117. Donc le rendement c'est pas 39%, c'est 43. Et pour quelle Page 117. Premier tableau. COT, premier tableau. C'est 43. Au lieu de 39, c'est 43. Il est calculé. Corrigez. Dans la page 119, vous avez donné un tableau comparatif. Vous avez un diapositive, je pense que c'est le diapositive numéro 42. Pardon, diapositive numéro 42. Donc, vous avez comparé entre le fluent brut et le fluent après traitement. Après traitement, pH égale à 2. Est-ce qu'on peut utiliser une eau avec un pH très acide, donc l'irrigation? Pardon. 8. Ah, 8, c'est pas 8. On n'a pas touché au pH, c'est pas pH 8. Mais attends, il était brut, il était à 10,7 le pH. Regarde. L'échantillonnage. Ouais,
Donc le brut était à 10,16. Parce que j'avais la même question. Non, après le traitement, il est à 8. Il est à 8. À 8. Parce que tu sais, un pH de 2, c'est le jus de citron pur. Ah, non, non. C'est tellement acide qu'un jus de citron. Oui, Non, pH 8. après l'oxydation, quand on pH, On augmente. Après, on travaille avec un pH de 3. On ajoute après l'oxyde de calcium pour lever le pH, pour augmenter augmenter le le pH pH. à 8. Le paramètre, le BOD5, c'est quoi? Le BOD5, 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne. DBO5. Le biochimie, c'est la demande d'oxygène. C'est la demande biologique en oxygène. DBO5. Les valeurs après le c'est 0, On n'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Normalement, c'est dans 5 jours et on a travaillé. On l'a pas fait. Maintenant, il faut corriger les unités, c'est milligrammes par litre, les unités. C'est corrigé dans les diapos. Donc, même ici, c'est en milligrammes par litre. Il y a des formes de. Ah oui. À mon avis, il faut donner une plus analyse au tableau pour comparer les deux. On va comparer le fluon après traitement avec la norme algérienne. Je reviens sur le procédé hybride. L'oxydation tendance. Vous utilisez le sulfate de fer, c'est ça? Donc, pourquoi vous n'avez pas utilisé, par exemple, insuline électrochimique? Vous avez besoin de fer plus 2 pour l'oxydation. C'est un catalyseur. Fer plus 2. Ça. Pourquoi vous n'avez pas utilisé une électrode en fer, anode et cathode? Donc l'oxydation du fer va générer le F2 de plus. Donc, pour le problème est réglé avec le sulfate. Dans le procédé d'éthanol, le père est catalyseur et l'oxydant, c'est vite, le radical d'oxyde, HO. Alors, je parle de la source de F2 de plus. C'est pas une source chimique, une source métallique. Une source chimique, c'est F2 on peut produire le F2 de plus par voie électrochimique dans une anode, oxydation du fer. Donc, le fer métallique va générer du fer plus 2. Donc, il va être utilisé comme un catalyseur pour éviter le problème du sulfate. Là, on a travaillé, on a fait la technique de l'oxydation fondante. Il fallait classique. Il fallait la réaction fondante du fer. Parce que c'est des propositions utilisées, ça c'est le fendant chimique. Mais elle peut effectivement utiliser l'électrofendant. Donc la note elle sera en fer. En fer, oui. Et là aussi, il faut faire attention, il ne faut pas mettre l'acier. Donc si on aura des problèmes de sulfate. Oui, mais on n'avait pas. On n'avait pas des propositions, c'est-à-dire à faire, parce que cette partie, elle a été réalisée en Turquie dans un laboratoire. En fait, on était obligés de s'adapter à leur mode opératoire. Si c'était à notre niveau, on pouvait faire des améliorations et ajouter quelques. Mais la règle, c'était fait, le montage a été fait. Elle était en Turquie pour 2 mois, le temps était court, alors on n'avait pas le choix qu'à utiliser le montage et les propositions, c'est à laisser après. Voilà. Nous, on a proposé. Pourquoi pas pour un processus électrochimique, souligné après, avec ton nez, puisque tu es dans l'électrochimie. Pourquoi pas? Puis l'oxydation, elle va se faire à l'institut, dans le même truc. J'utilise maintenant l'électrocoagulation. Vous avez le choix, soit à l'intérieur, soit dans une cellule externe. Il est vrai, bon, le fer plus 2 à l'intérieur. Soit à voie interne, soit externe. Dans une cellule interne ou externe. Je reviens sur la conclusion. Vous avez donc, dans la conclusion, vous avez utilisé donc, la partie thermodynamique. Donc, c'est une réaction exothermique pour voir est-ce que c'est une préparation toute
chez mes enfants, donc il faut voir cette partie. Je pense. Donc, je vous remercie, Madame Sall, pour la deuxième fois. Je vous félicite encore pour le courage et pour la qualité du travail présenté. Je vous souhaite une bonne continuation. Donc, je crois que j'insiste sur les choses. Donc, il faut corriger la version finale, puisqu'elle sera une référence à la liberté. Vous avez la parole, Madame. Merci mademoiselle Lenegri pour toutes ces remarques. On voit bien qu'elle a passé au peigne fin votre thèse et ça ne peut être que positif. Maintenant, comme j'ai déjà dit, ce travail fait partie d'un projet de recherche internationale, cette ProPair, dont la présidente est Madame Joëlle Duclé. On vous donne la parole, Madame.